Bonsoir à vous, c'est les 40 ans de France 3 Corse et dans ce longtemps, depuis 1993, la Méditerranée a pris de la place. Un tiers du temps d'antenne de notre chaîne est aujourd'hui dédié aux régions riveraines, plus encore qu'aux pays et à leur société. À la rédaction, la part est plus timide, mais des équipes vont régulièrement faire un tour chez nos voisins pour comparer, apprendre, comprendre. Mais est-ce que cela marche? Sommes-nous devenus plus autonomes dans notre regard et notre compréhension des dynamiques qui traversent notre environnement le plus proche par rapport aux grands médias nationaux qui se tournent plus volontiers vers l'Europe et vers le basculement du monde, vers d'autres centralités? On en parle avec nos invités. En duplex, depuis Paris, nous accueillons, et j'en suis très contente, l'universitaire Manon Nour Tannous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en relations internationales, spécialiste des diplomaties occidentales au Moyen-Orient, chercheuse au Collège de France et vous avez déjà publié 2 ouvrages sur la Syrie. Avec nous sur le plateau, Thierry Pardy, merci beaucoup, merci d'être avec nous. Bonsoir Thierry Pardy, vous êtes rédacteur en chef de Méditerranée à France 3 Corse et responsable des magazines méditerranéens. Thierry, justement, vous dirigez Méditerranée, donc cette émission de reportage par laquelle s'est installée la Méditerranée sur la chaîne. Cette émission a été créée par les journalistes Sampiero Sanguinetti et Daniel Jammet. Regardons tout de suite le florilège d'images qu'on peut voir sur France 3 Corse, avec une grande variété de programmes, cinéma, documentaires, émissions de cuisine, géopolitique. Thierry, en regardant ces images, expliquez-nous comment travaillez-vous aujourd'hui ? Alors, on travaille pour mieux décrypter, je dirais, tout cet environnement méditerranéen qui, en fait, est au centre de toutes les évolutions, de tous les conflits de notre siècle, bien entendu. Alors, à travers une politique ambitieuse en matière de magazines, vous le disiez, Méditerranéo, c'est le magazine emblématique qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Ensuite, il y a eu Enjeux Méditerranée depuis cette année, Génération Méditerranée, qui est présentée par Caroline Ettori chaque semaine, les carnets de Méditerranéo auparavant, l'émission que vous présentez maintenant au niveau de la rédaction Intente, ou une semaine sur 2. Donc il y a beaucoup d'émissions de décryptage, d'analyse avec des invités et des reportages, et puis bien entendu une politique ambitieuse également en matière de documentaire, mais aussi de cinéma méditerranéen. Alors, à Méditerranée, et pour les enjeux méditerranéens que vous suivez également, vous travaillez avec d'autres chaînes publiques. C'est un partenariat assez inédit au départ, avec des journalistes indépendants qui collaborent avec votre émission, qui peuvent être en Tunisie, en Italie, en Espagne. Également des partenariats ponctuels avec d'autres chaînes publiques. Expliquez-nous un petit peu ça. Oui, alors il y a bien entendu la collaboration avec la RAI, qui existe donc depuis plus d'une vingtaine d'années pour la réalisation de Méditerranéo, et qui se décline à travers un échange de reportages, bien entendu, qui sont réalisés dans toutes les zones méditerranéennes. Et puis, il y a des collaborations ponctuelles avec des télévisions publiques méditerranéennes. À ce titre, eh bien, nous avons réalisé plusieurs magazines, plusieurs émissions, notamment les carnets de Méditerranéo pendant 3 ans, au sein des télévisions publiques du Maroc, de la Croatie, de la Grèce, des îles Baléares. Et voilà, donc il y a eu une émulation, une collaboration qui s'est instaurée. On a été très très bien accueillis dans ces télévisions méditerranéennes pour réaliser à la fois des émissions de plateau avec des invités, mais pour proposer également des reportages pour mieux connaître ces pays. Manon Nour Tannous, à la fin des années 80, l'intérêt médiatique pour la Méditerranée semble un peu détourné par la construction européenne à l'Est. Et puis elle va se concentrer sur la montée croissante de l'islamisme radical, d'abord en Algérie. Est-ce que pour vous, on a l'impression que ça devient un invariant du traitement de la Méditerranée à travers des grosses crises et un traitement par crise politique? Pourquoi et comment expliquez-vous ça? Oui, c'est vrai qu'à la fin des années 90, il y a un nouveau regard qui est porté sur la Méditerranée et qui est aussi le fait que l'Europe, vous le disiez, est en train de se construire et que ce nord de la Méditerranée a une volonté de construire le sud de la Méditerranée. C'est une sorte de co-construction avec les partenaires du sud. Et dans ce schéma-là, il va y avoir un intérêt sur les questions sécuritaires. Et donc ces pays du sud de la Méditerranée font un peu figure de garde-barrière, notamment sur la question de la
la lutte contre le terrorisme, mais aussi de l'immigration illégale qui intéresse les pays du Nord. Et donc, ça génère un intérêt un peu par crise qui empêche en fait de voir des dynamiques de temps long. Et c'est en fait ce qui va apparaître en 2011 où les sociétés refont surface et s'imposent comme elles l'étaient et s'imposent aussi dans les traitements médiatiques qu'on doit avoir de cette région. En effet, les révolutions arabes, elles vont tout d'un coup renouveler le suivi de la Méditerranée. On va un peu suivre les aspirations démocratiques de ces sociétés, pas seulement leurs dirigeants, avec lesquels l'Europe passe des accords tout en les traitant de régimes policiers. À Méditerranée, alors vous n'avez pas de reporter de guerre, Thierry Pardy, mais les reportages permettent justement de voir ce qui se passe en dehors de ces grandes crises, de ces grands moments. C'est le cas de ce travail d'Amira Swalem et de Marwan Faïdi, un reportage qui a été tourné en 2021 en Tunisie. Regardez. Reconquérir les espaces confisqués par la dictature. Mode, photographie, théâtre ou encore graffiti, l'effervescence culturelle est palpable à Tunis depuis la Révolution. Ce collectif de graffeurs prend d'assaut ce bâtiment ce matin. Des centaines de mètres carrés qui ne demandent qu'à reprendre vie. En fait, c'est un hangar, c'est un bâtiment abandonné, c'était un hôpital d'enfants auparavant. Et Dean, il a commencé, c'est lui qui a fait le premier repérage en 2018. Donc il a fait des spots ici. J'aime bien par exemple les hangars et tout ça pour faire des événements, pour faire aussi du graffiti, pour faire des clips si on veut, donc dans ces bâtiments abandonnés parce que elles ont un peu un charme. Yefa, 30 ans, est à la tête d'un collectif d'artistes. Sa dernière grande fierté, c'est cette grande fresque murale signée de ses amis graffeurs. En plein Tunis, à quelques encablures seulement du ministère de l'Intérieur, tout un symbole. Sous Ben Ali, des opposants y étaient torturés. C'est une fresque qui est libre, je peux dire, ils font du graffiti, ils s'expriment comme ils veulent. C'est pas un marché, c'est pas un truc commercial où la maquette doit être validée par d'autres personnes et tout ça. Donc tu trouves des tags, il y a des beaux moves, il y a Move aussi, c'est-à-dire Move, Resistance, pas mal de signes révolutionnaires si on peut dire, et aussi pour embellir l'espace, pour embellir le cœur du centre-ville. Signe de cette soif de créer, ce studio ouvert 24 heures sur 24. Ici, Yefa et ses amis peuvent venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, s'adonner à leur passion pour l'art. Ici, on se sent libre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Là, on se sent comme une famille, vraiment une famille. On se booste mutuellement et on essaye d'évoluer ensemble, de trouver d'autres opportunités. Donc voilà, de passer notre énergie au grand public. Pour continuer à exister, le collectif de Yefa doit atteindre l'autosuffisance financière. Elle et ses amis ne se font aucune illusion, aucune aide ne viendra de l'État. Thierry Pardy, alors Amira Swalem, elle fait partie de ces journalistes indépendants qui collaborent régulièrement avec Méditerranée. Qu'est-ce que ça vous apporte, tous ces liens avec ces télévisions, dans votre vision de l'actualité, à vous-même d'ailleurs et à la chaîne? Alors c'est intéressant parce que Amira Swalem, elle collabore à Méditerranéo, mais elle travaille également pour Arte. Elle est la correspondante permanente en Tunisie de RFI, de Radio France Internationale. Elle connaît très bien la région du Moyen-Orient. Elle a beaucoup travaillé aussi en Algérie, au Maroc. Donc c'est quelqu'un qui a une vision assez exhaustive, je dirais, de cette zone du monde. Et ce qu'elle nous apporte, c'est que elle vit en Tunisie, donc elle a un regard pertinent, je dirais, sur toutes les réalités. Nous, c'est vrai que l'actualité, ce sont les conflits, ce sont les manifestations, ce sont les crises économiques, lorsqu'il y a une actualité chaude, entre guillemets. Mais elle, justement, elle essaie de nous montrer eh bien, un petit peu l'envers du décor, je dirais. Qu'est-ce qui se passe précisément dans le pays? Quelles sont les attentes de la société civile? Quelle est la situation précise au-delà du contexte économique et social? Et à travers ce reportage, eh bien, on voit qu'il y a une autre réalité qui s'impose.
C'est un peu les temps longs dont parlait Manon Nour Tannous. Amira Swalem, alors on aurait bien voulu l'inviter. On l'a joint par téléphone. Écoutons son interview. Elle nous donne un petit peu son état de journaliste aujourd'hui en Tunisie. Donc je voulais montrer à travers effectivement ce reportage une conséquence à laquelle on ne pense pas spécialement quand on passe à la révolution tunisienne. C'est aussi ça en fait, hein, tous ces créateurs dans des domaines très différents, mode, musique, etc., qui aujourd'hui peuvent laisser cours à leur créativité du fait de cette révolution qui a eu lieu à la fin de l'année 2010 et début 2011. Autre question aujourd'hui sur ta pratique journalistique. La liberté d'expression des journalistes se réduit en Tunisie. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est ? Il faut savoir effectivement que cette liberté de parole qui est précieuse, qui a été arrachée par les Tunisiens, est aujourd'hui effectivement menacée. Alors en juillet 2021, comme vous le savez, le président Kais Saied s'est emparé des pleins pouvoirs. Et alors depuis, il y a tout un nombre de contre-pouvoirs comme ça qui sont tombés. Après l'Assemblée, ça a été le tour du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est effectivement aujourd'hui les journalistes qui sont un peu dans le collimateur du pouvoir, puisqu'il y a un décret il y a quelques temps qui est passé il y a quelques semaines et qui prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison en cas de divulgation de ce qu'on appelle fausses informations. Et donc effectivement, les journalistes tunisiens craignent énormément que ce décret servent en fait à les museler, et on peut dire effectivement que leurs craintes sont fondées puisqu'il y a des journalistes qui ont déjà été interpellés suite à des analyses ou des articles qui critiquaient la gestion actuelle par le régime en place. Donc effectivement, cette liberté d'expression qui a été arrachée par les Tunisiens en 2011 est un acquis extrêmement fragile aujourd'hui. La fragilité des acquis des sociétés civiles méditerranéennes, la fragilité de ces révolutions en cours, est-ce que nous la comprenons mieux vraiment parce que nous avons une télévision qui en parle beaucoup, ça n'est pas sûr. Aujourd'hui, on peut oser un parallèle, et beaucoup le font, entre la guerre en Ukraine, en Europe, et la révolution syrienne en Méditerranée. Ce parallèle s'impose en fait. La première, la guerre en Ukraine, suscite mobilisation diplomatique et accueil des réfugiés de la part des sociétés. La seconde, elle suscite oubli et rejet des migrants terroristes, on va le dire vite. Manon Nour Tannous, vous venez de publier La Syrie au-delà de la guerre, un petit manuel pour déconstruire les idées toutes faites. Comment expliquez-vous ce double traitement médiatique, politique et sociétal ? Oui, je crois que effectivement pour les analystes de la Syrie, il y avait des points communs très évidents et très très visuels, hein, puisqu'on parle des médias. Les frappes qu'on voyait en Ukraine, c'était celles qu'on avait vues en Syrie quelques années plus tôt. Malgré cela, on a en Ukraine une crise européenne, donc qui suscite l'intérêt des pays européens, des dirigeants, des populations, des médias. Et je crois aussi qu'un des éléments à prendre en compte, c'est que la cause ukrainienne s'est construite autour d'une figure présidentielle, hein, le président ukrainien, qui s'est en quelque sorte révélé à l'aune de cette crise et qui fait figure de porte-parole très médiatique, de symbole de cette lutte, ce que n'ont pas eu les Syriens, puisque eux se sont soulevés contre leur système politique et ils se sont soulevés dans toute leur diversité, ce qui est aussi une difficulté dès lors qu'on veut comprendre ce mouvement qui venait véritablement du bas. Et justement, qui venait du bas, et ça, on a beaucoup de mal en fait à le percevoir. Aujourd'hui, il y a de nombreux ouvrages qui sont publiés sur la révolution syrienne, et on apprend l'histoire des comités locaux, l'histoire en fait d'une résistance civile à la guerre que mène Bachar el-Assad contre son peuple. Est-ce que ça, vous pensez que c'est imperceptible en fait pour les médias et pour la presse, et ça nous maintient dans des idées toutes faites? Alors effectivement, il y a cette difficulté qui est que pour ces pays-là du sud de la Méditerranée, on connaissait en quelque sorte une société civile labellisée par les régimes. C'était le cas dans fin des années 90, début des années 2000, où les régimes de cette région, avaient bien saisi tout l'intérêt pour eux de parler société civile et d'adouber un certain nombre de groupes.
Or, en 2011, ce qui se passe, c'est que c'est la société elle-même qui s'organise, qui forge des modèles d'alternatives politiques, qui s'organise aussi pour continuer de vivre, de faire fonctionner ses écoles, etc. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile à appréhender de l'extérieur, d'autant plus que différence supplémentaire avec l'Ukraine, on a un terrain très difficile d'accès pour les médias et un terrain sur lequel d'ailleurs des journalistes ont perdu la vie pour avoir voulu rendre compte de ce qui se passait. Tout à fait. Il y a aussi la question de l'admiration des Ukrainiens. Alors il y a leur président. Alors tout ça est totalement légitime parce qu'ils se battent contre une invasion. Mais l'admiration des Syriens, on la connaît peu. En tout cas, on l'entretient peu. Ils ont pourtant été aussi objets de torture. Ils ont fait un travail colossal de documentation sur cette guerre. D'ailleurs, on sait peu aussi que les Syriens ont envoyé des messages de soutien aux Ukrainiens. Est-ce que vous allez faire un reportage là-dessus, Thierry Pardi, sur comment ces messages de solidarité entre Syrie et Ukraine, vous en avez entendu parler ? Non, écoutez, pour l'instant, on n'a pas prévu de tourner parce que vous pensez bien que travailler en Syrie, c'est plutôt compliqué. Puis c'est pas vraiment notre zone d'intervention, même si on a traité ce conflit à travers notamment l'accueil de réfugiés, bien entendu, notamment en Turquie. Mais par rapport aux conséquences avec l'Ukraine, effectivement, on n'a pas encore travaillé véritablement là-dessus. Mais effectivement, il va y avoir des prolongements géopolitiques importants. Ils sont déjà en cours, mais il y en aura dans les prochaines années. Donc c'est évidemment un centre d'intérêt important pour le traitement de l'actualité méditerranéenne. Que nous apprend Manon Nour-Tannous le silence européen sur la Syrie, pas simplement du point de vue des sociétés, mais aussi du point de vue de la diplomatie ? Je crois que ça nous apprend que l'Europe est en manque de levier pour pouvoir véritablement jouer un rôle sur cette crise syrienne, même si je pense que par l'histoire commune, partagée à un moment avec ce pays, il y a une connaissance profonde des dynamiques qui s'y sont déroulées depuis une dizaine d'années. Et on le voit sur l'Ukraine aujourd'hui, on a un système international qui est relativement bloqué, où les arènes de régulation comme l'ONU ou plusieurs pays européens ont un rôle important, ne fonctionnent plus. Et donc je pense qu'il y a une forme de lassitude ou de constat que rien ne peut être fait aujourd'hui sur la Syrie, qui fait que l'Europe porte son intérêt ailleurs sur des crises sur lesquelles peut-être qu'elle espère ou qu'elle a davantage de leviers. Thierry Pardi, est-ce que vous avez l'impression, presque à la fin de cette émission, que le travail que fait la télé a un rôle sur la société corse, par exemple, dans notre compréhension de ce qui se passe en Méditerranée ? Pas beaucoup d'échanges, on a aussi un peu de mal à trouver des interlocuteurs qui connaissent bien cette région. Pas de diplomatie régionale comme on en voit ailleurs. Quel bilan tirez-vous, vous, de l'impact ? Alors, je pense que de la part des téléspectateurs, bien entendu, il y a un intérêt très important par rapport à tout ce qui se passe en Méditerranée sur différents thèmes, pas seulement les guerres et les conflits, bien entendu, mais on parle aussi beaucoup d'environnement, avec notamment les incidences pour la Méditerranée et en particulier, pour ce qui nous concerne, pour les îles méditerranéennes du réchauffement climatique. Du problème de la gestion de l'eau, du problème du traitement des déchets, du problème de la pression touristique de plus en plus importante et des différentes formes de pollution pour les côtes méditerranéennes. Donc voilà, il y a un intérêt tout à fait particulier. Après, je dirais que nous, au niveau de Méditerranée, ou en tout cas, nous réalisons des reportages partout dans les pays méditerranéens, puisque c'est une rédaction qui est complètement éclatée. Corse, Marseille, la région PACA, donc Occitanie aussi qui diffuse Méditerranéo, et puis nos amis de la RAI, évidemment, qui travaillent dans les différents pays. Donc il y a une émulation qui est très importante. Après, je dirais qu'il y a encore des territoires, il y a encore des pays où il est difficile, voire impossible de tourner, parce que nous n'avons pas tout simplement les autorisations de tournage. Je pense à l'Algérie, je pense à l'Égypte, ce sont des territoires, à la Libye, quasiment inaccessibles pour les journalistes occidentaux aujourd'hui. Donc voilà, il y a encore des difficultés, mais on arrive quand même à travailler globalement.
Merci beaucoup Thierry Pardi. Merci beaucoup Manon Nourtanous de nous avoir accompagnés pour cette émission. Je voudrais citer d'abord le livre qui s'appelle La Syrie au-delà de la guerre et qui pourrait peut-être nous faire comprendre aussi bien d'autres pays au-delà de la guerre. Vous avez également écrit un livre Chirac, Assad et les autres qui pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs, téléspectateurs en Corse. Je voulais citer aussi un livre, mais on n'a pas l'image, de Catherine Cocchio, À quoi bon encore le monde, la Syrie et nous. Enfin, Thierry Pardi, votre prochaine émission, c'est quand ? Donc, enjeu Méditerranée. Alors là, ce sera après les fêtes de fin d'année. Ce sera à partir du mois de février. On parlera de biodiversité en Méditerranée. C'est terminé. Merci beaucoup à vous. Retrouvez tout de suite Corsicazer. Bon, un peu court. On a tenu les temps. Hein ? Ça va, on a tenu les temps. Là, on a 2 secondes de débord, je crois. Ok. Bon, c'est gérable, 2 secondes. Hein ? 2 secondes, c'est gérable.